Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux de recevoir Lilian Truchon, docteur en philosophie, que je connais depuis très longtemps. Nous échangeons beaucoup de courriers, mais j'ai très peu l'occasion de le voir parce qu'il est nantais, moi parisien. Et ça fait, je crois que son premier livre qu'on avait publié aux éditions Delga avait publié, c'était Lénine, épistémologue. Après, il y a eu Hobbes ou la nature de l'État. Entre-temps, il a fait une thèse remarquée et remarquable qui s'appelle Le darwinisme dans la culture populaire chinoise aux prestigieuses éditions Garnier. Et je veux dire que j'ai toujours aussi beaucoup échangé sur des sujets historiques concernant l'URSS, l'histoire de la Chine, et les pays socialistes en règle générale, parce que Lilian Truchon, je considère que c'est un érudit dans ce domaine. Je me souviens, par exemple, je pense qu'il y a peut-être une dizaine d'années, tu avais attiré mon attention sur cet article de John Archibald Getty, montrant que dans les archives de Léon Trotsky, on avait gardé un des coupons de PTT, en fait, de coupons d'envoi d'une lettre de Trotsky à Radek. Comme on peut se l'imaginer, les archives, à partir de leur ouverture en 80, avaient été bien sûr expurgées quant à leur correspondance, mais il restait des traces, parce qu'en fait, on n'expurge jamais totalement des archives. C'est très difficile. Et là, cet article de 85 était fondamental parce qu'il montrait en fait que Trotsky était bien en liaison avec les accusés du second procès de Moscou du février 1937, donc Radek et Piatakov. Alors j'en viens à Piatakov parce que voilà, c'est les deux principaux accusés du second procès de Moscou. Et il y a eu un livre qui s'appelle Le vol de Piatakov dont je vous ai parlé. J'en ai même parlé longuement, de Bourgeot, Léoni et Sidoli, qui faisaient un petit peu le bilan, la synthèse de toute la recherche concernant ce qu'on sait de Trotsky, surtout depuis l'ouverture des archives, mais aussi bien sûr de l'ensemble des textes, des éléments qui étaient épars chez divers historiens, et qui essayaient aussi de tirer vraiment des conclusions de ce qu'on sait maintenant en fait des accusations qui ont été portées contre Trotsky au second procès de Moscou. Et le vol de Piatakov, je me souviens très bien. J'en avais parlé par exemple avec des gens comme Guillaume Suin, avec Georges Gastaud, on avait fait des vidéos dessus. Ça m'intéressait d'avoir le point de vue de différents chercheurs, parce que je voulais savoir comment ils prenaient ce livre, qui fait quand même 800 pages. Je me souviens très bien que Georges Gastaud, qui est quand même professeur de philosophie, qui a l'habitude d'étudier beaucoup de raisonnements, forcément la qualité d'un raisonnement des autres, m'avait dit c'est vrai que c'est une démonstration aussi exemplaire que le théorème de Fermat. Et vous savez il a été énoncé il y a très longtemps, mais on en a fait la démonstration que récemment, ce fameux théorème. Donc voilà, moi je voulais absolument avoir le point de vue de Lilian dessus. Mais voilà, tu arrives aux mêmes conclusions, c'est-à-dire en fait véracité au moins du second procès de Moscou, de ces accusations-là, pour ce qui est de ces accusations-là, des liens entre Trotsky, Radek et Piatakov, alors que Trotsky a toujours nié qu'ils eussent été en lien à cette époque, puisqu'il présentait Piatakov et Radek comme des gens qui s'étaient ralliés au régime stalinien, qui étaient rentrés dans l'appareil d'État. Et il y a beaucoup de choses qui sont frappantes. À l'occasion de ce second procès, on sait que Piatakov avait dit « Vous verrez, bientôt Trotsky va demander l'indépendance de l'Ukraine ». On est en 1937, et comme vous le savez, en 1939, il n'y a pas moins de 4 articles de Léon Trotsky demandant l'indépendance de l'Ukraine, pas avant ni après évidemment, parce qu'il va mourir en 1940. Et donc je remercie Lilian de refaire sa propre histoire, mais qui coïncide avec beaucoup des conclusions qu'ont pu tirer beaucoup d'historiens. Et je dois dire que j'ai été vraiment frappé aussi par sa démonstration et sa connaissance intime des textes, qui suppose aussi une bonne connaissance du marxisme, de la théorie marxiste. Voilà, je te laisse la parole. Merci à lui. Merci Aymeric. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier les organisateurs de Café Marxiste de m'avoir invité pour parler de mon livre « Trotsky, le choix de la défaite », publié à l'automne 2023 aux éditions Delga. Mon intervention d'aujourd'hui s'intitule « Trotsky, le choix de la défaite et les récidives actuelles ». Alors, l'image que l'on retient généralement de Léon Trotsky est celle d'un révolutionnaire marxiste russe qui fut le théoricien de la révolution permanente. Il est considéré avec Lénine comme l'un des principaux acteurs de la révolution d'octobre en 1917. Pendant la guerre civile,
et les ingérences étrangères occidentales qui suivent cette révolution, il organise et dirige l'Armée rouge. Dans les années 1920 et 1930, il devient l'un des principaux opposants à Joseph Staline après la mort de Lénine en janvier 1924. Après avoir été chassé de l'Union soviétique en 1929, il continue la lutte en exil dans différents pays jusqu'à son assassinat pour raisons politiques par un agent de Staline au Mexique en août 1940. Alors c'est cette image d'un Trotsky martyr de la révolution mondiale et critique de gauche du stalinisme qui est souvent rappelée et défendue par les divers groupes trotskistes tout particulièrement. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai voulu jeter un autre regard sur le combat de Trotsky contre Staline et, sous couvert d'antistalinisme, un combat contre l'Union soviétique elle-même. C'est un regard qui se démarque nécessairement de la légende que l'exilé Trotsky a largement contribué à construire de lui-même. Comme je l'ai écrit dans la 4e de couverture de mon ouvrage, j'ai opéré ce qui, selon moi, n'avait jamais réellement été réalisé jusque-là, lire Trotsky vraiment en faisant une analyse textuelle de ses propos. Il ne s'agissait pas donc de prélever de façon arbitraire des extraits de ses déclarations, ça et là, mais bien de restituer sa pensée politique globale, à charge de démontrer que je ne fabriquais pas une falsification stalinienne, comme le prétendent les trotskistes à chaque fois que l'on jette un regard critique sur leur idole. Cela d'ailleurs aurait pu être déjà fait et aurait dû l'être depuis au moins une quarantaine d'années. En effet, les œuvres complètes de l'exilé sont accessibles en français depuis les années 1980. Dès cette époque, on pouvait s'appuyer aussi sur une partie des archives de Trotsky. Elles ont été vendues à l'université d'Harvard aux États-Unis avant et après sa mort. Elles ont été ouvertes aux chercheurs seulement à partir de 1980, après avoir été visiblement expurgées de documents, sans doute compromettants, et désormais donc perdus. En restituant le fond de la pensée politique de Trotsky, le trait le plus marquant pour moi est indéniablement son choix de la défaite de l'Union soviétique. D'abord, en raison d'un postulat qu'il a toujours défendu, l'impossibilité de construire durablement le socialisme dans un pays comme la Russie, laquelle vivait depuis la révolution bolchevique, sous la pression et le harcèlement du capitalisme occidental, obligeant ce pays à développer une économie de guerre. À partir de 1933, ce postulat trotskiste subit une mutation. L'exilé est certain d'une défaite politique et militaire de l'Union soviétique face à la montée et aux victoires du fascisme et du nazisme en Europe. En effet, Hitler est devenu l'homme fort du continent européen. Et selon Trotsky, Staline perdra, voire trahira, dans la guerre qui finira inévitablement entre l'URSS et l'Allemagne hitlérienne. Le projet d'Hitler est maintenant connu, il est de conquérir l'Est de l'Europe et de la Russie pour asservir cette région, créer un espace vital, Lebensraum en allemand, et en finir avec ce qu'il considère comme le centre mondial du judéo-bolchevisme. Or, ce que l'on sait être aujourd'hui une fausse prophétie de Trotsky sur le soi-disant destin funeste de l'URSS, fut en réalité un souhait et un projet de sa part. Il escomptait une défaite de l'Union soviétique, seul moyen pour lui de renverser celui qu'il considère comme l'ennemi juré, l'ennemi numéro 1 de la classe ouvrière mondiale, Staline. Ce choix de la défaite débouche à la fin des années 1930 sur une convergence tactique avec les nazis. Trotsky envisage de prendre le pouvoir, après la chute de Staline, au prix de concessions territoriales faites aux nazis, notamment l'Ukraine. Alors pour bien comprendre ce choix de la défaite, il faut commencer par ne plus être dupé par la rhétorique utilisée par Trotsky à partir de 1933. Cette rhétorique est simple et peut se résumer par la formule du ni-ni, ni Staline ni Hitler. C'est l'axe structurant de ses déclarations dans les années 1930. Pendant plusieurs décennies, après la mort de l'exilé, les trotskistes ont rappelé l'équivalence entre hitlérisme et stalinisme, mais sans vraiment en souligner l'importance pour Trotsky. Cela a été à coup sûr mal reçu par le public d'après-guerre. Stalingrad, la victoire décisive contre l'hitlérisme et le fascisme en 1942, signifiait quand même quelque chose pour beaucoup plus de monde que de nos jours.
Il est révélateur qu'encore en 1984, dans sa biographie de Trotsky, Pierre Brouet reste très allusif sur cette rhétorique et écrit même que Hitler est, je cite, la principale menace pour la révolution mondiale et pour l'État soviétique lui-même. Ce qui pourtant ne correspond pas du tout à l'analyse que faisait Trotsky lui-même. De nos jours, la situation a bien changé avec le reflux du mouvement communiste. Les historiens trotskistes sont aujourd'hui complètement décomplexés et s'alignent sur ce qui aurait été vu auparavant comme une propagande de guerre froide et de l'anticommunisme. Je prends par exemple, donc, la couverture du livre récent de l'historien trotskiste Jean-Jacques Marie. Je vais vous la montrer. Merci, Émeric. Regardez la couverture et le titre de ce livre. L'auteur parle de collaboration entre Staline et Hitler et la situe entre le 10 mars 1939 entre le 10 mars 1939 et le 22 juin 1941, mais également entre août et septembre 1944. Notons au passage que cette périodisation déborde largement la durée avant et après du pacte de non-agression germano-soviétique. Celle-ci a été signée, ce pacte, n'a pas été signé le 10 mars 1939, mais le 29 août 1939. Donc, Marie rivalise avec les auteurs ouvertement anticommunistes tels que Thierry Volton. Voici un autre exemple, à titre d'exemple, la couverture de l'un de ses ouvrages, à Thierry Volton, sur cette question. Alors lui, c'est un historien conservateur et de droite, ouvertement. Sur le site de l'éditeur de cet ouvrage, il est dit « Revenir de nos jours sur les convergences idéologiques, les connivences politiques, les affinités psychologiques entre le communisme et le nazisme est une démarche essentielle, alors que le pouvoir russe actuel instrumentalise ce passé pour justifier sa volonté de conquête, au prétexte de poursuivre le combat mené contre le fascisme d'antan, tout en escamotant cette page honteuse de l'histoire. » Eh bien, nous verrons que Trotsky n'aurait pas du tout désavoué ses propos. Il aurait pu écrire tout à fait cela, sauf bien sûr la connexion idéologique établie avec l'actualité, le conflit ukrainien, que nous aborderons d'ailleurs plus tard. Quant à Jean-Jacques Marie, force est de constater que celui-ci n'arrive même pas à se hisser à la hauteur de son modèle en historiographie, Trotsky. Car s'il était vraiment fidèle à la pensée de ce dernier, il devrait faire débuter cette soi-disant collaboration avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933. En effet, c'est bien à partir de cette époque que Trotsky dépeint de façon systématique Staline et Hitler comme formant un couple maléfique, comme le dit Volton. En effet, Staline est désigné par lui tour à tour comme l'étoile jumelle, l'ami, le satellite, l'intendant d'Hitler. Le chef du Kremlin, dit-il aussi, n'est qu'un auxiliaire de Goebbels, le ministre de la propagande hitlérienne. En bref, Hitler et Staline sont deux frères jumeaux qui dirigent, dit-il, des États totalitaires. Cette ressemblance entre Hitler et Staline, et plus généralement entre fascistes et staliniens, est pour Trotsky une chose qui doit être considérée comme tout à fait allant de soi. Prenons par exemple un de ses articles, daté du 17 mars 1938 et intitulé « De nouvelles défections ». Trotsky parle d'un certain Fedor Boutenko, un agent soviétique qui fit défection et rejoignit Hitler. Écoutez ce que Trotsky raconte sur ce transfuge. Fedor Boutenko a sauté le pas jusqu'au fascisme. A-t-il eu à se renier beaucoup, à lutter contre lui-même? Nous ne le pensons pas. Une partie considérable et qui prend de plus en plus d'importance de l'appareil soviétique est formée de fascistes qui ne sont pas encore reconnus comme tels. La symétrie des structures politiques, la similitude des méthodes totalitaires et des types psychologiques est frappante. Boutenko est un symptôme d'une très grande importance. Il nous montre ce que sont à l'état naturel les carriéristes de l'école stalinienne. Ainsi, dès le début des années 30, Trotsky parle de l'existence de rouge-brun, avant que cette rhétorique fasse partie de l'arsenal idéologique de la droite et de l'extrême droite de l'après-guerre. Mais c'est pas tout.
lorsqu'on lit un peu plus attentivement ce que dit l'exilé, c'est en fait indéniablement Staline, et non pas Hitler, qu'il faut considérer comme la figure la plus dangereuse. S'il faut choisir entre ces deux êtres diaboliques, ces deux diables, tel est le terme que Trotsky utilise, Staline est bien pire. Il est selon lui la personnalité du chef du Kremlin est bien plus vile que celle de son homologue allemand. Ainsi, dans un texte daté du 13 mars 1940 et qui s'intitule « Ce que je pense de Staline », Trotsky écrit ceci: « Ecce homo, Hitler a tout ce que Staline a. Le mépris des masses, l'absence de scrupules, une ambition dévorante, un appareil totalitaire. Toutefois, Staline possède quelque chose que n'a pas Hitler, l'imagination, la faculté d'exalter les masses, l'esprit d'audace. » La même année, dans une biographie inachevée sur le chef du Kremlin, Trotsky déclare également: « Si la base de la comparaison est l'individu lui-même, il est impossible de placer Staline même à côté de Mussolini ou de Hitler. Pour si maigres que soient les idées du fascisme, les deux chefs victorieux de la réaction, l'italien et l'allemand, déployèrent, dès le commencement même de leurs mouvements respectifs, de l'initiative, entraînèrent les masses dans l'action, ouvrirent de nouvelles voies à travers la jungle politique. Rien de semblable ne peut être dit de Staline. » Fin de citation. Dans un autre passage de cette biographie de Staline, poursuit Trotsky ceci: « En cherchant à trouver un parallèle historique pour Staline, il faut repousser non seulement Cromwell, Robespierre, Napoléon et Lénine, mais aussi Mussolini et Hitler. Mussolini et Hitler ont commencé leur combat dans le cadre de la démocratie bourgeoise. Ils ont bâti des mouvements, ce sont des agitateurs exceptionnels et des tribuns. Leur ascension vers la suprématie politique, aussi fantastique qu'elle puisse paraître, s'est faite à la vue de tous, en relation étroite avec le développement du mouvement qu'ils ont dirigé depuis ses origines. La montée de Staline au pouvoir était quelque chose de tout à fait différent, quelque chose de complètement différent de ce qui est arrivé dans le passé. Ainsi, selon Trotsky, c'est donc sur le chef du Kremlin que pèse la responsabilité première de l'émergence du phénomène totalitaire. Staline en est la personnification. Ailleurs dans la biographie inachevée, Trotsky évoque avec plus de précision la physionomie morale et politique qui prête à Staline. Staline, c'est pas un penseur, c'est pas un auteur, c'est pas un orateur. Il a été toujours doté de la plus grande médiocrité. Il est incapable de prendre une quelconque initiative. Il n'a aucun talent littéraire. Il est laid, rancunier, brutal envers les hommes et même avec les animaux. Trotsky évoque notamment la pureté, c'est son terme, des origines géorgiennes de Staline. Et il rapproche ce dernier, je le cite, des méridionaux qui combinent versatilité indolente et irascibilité explosive. Je ne suis pas géorgien pourtant. Irascibilité explosive, des natures froides où le flegme se joint à la ténacité et à la perfidie. Au passage, on peut remarquer que Trotsky avoue en somme avoir été battu politiquement par un être qui, selon lui, n'a jamais eu aucun talent. Autrement dit, parce que Staline est un être minable, ça c'est la logique de Trotsky, il s'avère être plus dangereux que l'audacieux et entreprenant Hitler. Avouons ici que cette logique est contestable, voire incohérente. Quoi qu'il en soit, l'exilé élargit bien sûr cette rhétorique à tous ceux qui suivent Staline, à commencer bien sûr au Parti communiste des syndicats ouvriers affiliés au Comintern, c'est-à-dire à la Troisième Internationale communiste. Selon lui, selon Trotsky, c'est Staline, les communistes allemands et le Comintern en général qui sont les principaux responsables de l'accession au pouvoir d'Hitler en 1933. En juillet de cette année 1933, dans un article intitulé « Fascisme et mot d'ordre démocratique », Trotsky parle ainsi de l'internationale communiste. Il dit du Comintern qu'il a, je cite, aidé Hitler à se mettre en selle en lui assignant la résolution des tâches qu'elle s'est elle-même, la Comintern, révélée totalement incapable de remplir. Et il pense à la social-démocratie allemande dans ce cas-là.
Donc, ce qui n'est pas mis en avant ici par Trotsky, c'est la responsabilité politique, c'est la première de la droite allemande, conservatrice et libérale. Exit le soutien aux nazis par la finance et le complexe militaro-industriel. Exit les causes historiques comme le traité de Versailles de 1919, pourtant un élément indispensable pour comprendre l'émergence historique du fascisme en Allemagne. Trotsky passe plutôt son temps à diaboliser l'action du Parti communiste allemand. C'est le cœur de sa rhétorique et de son analyse sur la montée d'Hitler au pouvoir. Alors bien sûr, cette révision historiographique est devenue depuis un article de foi chez les trotskistes, répété par eux à toute occasion. Alors j'ai pris un exemple, prenons un exemple récent pris dans l'ouvrage intitulé « Découvrir Trotsky », paru aux éditions sociales en 2023. L'auteur de ce livre se nomme Jean Batou. Alors, je cite, professeur émérite d'histoire contemporaine à Lausanne. Il déclare « La défaite sans combat du plus puissant mouvement ouvrier d'Europe et sa totale destruction par la dictature hitlérienne dans les premiers mois de l'année 1933, mais aussi l'absence de bilan et de débat sur cette catastrophe au sein de l'internationale communiste, marqueront pour lui, c'est-à-dire Trotsky, un tournant d'époque. » Alors malgré sa qualité d'historien émérite, l'histoire apparemment n'est pas vraiment le fort de M. Batou. En fait, il écrit là en suivant le storytelling trotskiste. Parce que, absence de bilan et de débat de la part de l'internationale communiste, n'a-t-il jamais entendu parler du 7e congrès de l'internationale communiste qui s'est tenu en juillet 1935 ? C'est ce congrès qui se démarque de la tactique précédente, classe contre classe. Ce congrès encourage la création de fronts populaires entre les communistes et les forces non communistes contre la menace croissante du fascisme en Europe. Le congrès soutient aussi le projet de sécurité collective que voulait passer sur le terrain diplomatique l'Union soviétique avec différents États capitalistes d'Europe comme la France et l'Angleterre contre l'Allemagne hitlérienne. Mais revenons à Trotsky. Ces politiques de front populaire et de sécurité collective par les staliniens vont pas changer les postulats de Trotsky, absolument pas. Il maintient plus que jamais l'idée d'une collusion des communistes staliniens avec les fascistes. Sa position est claire. Pour se débarrasser de Hitler, il faut d'abord en finir avec les staliniens. Le 18 janvier 1934, dans « Où sont les limites de la déchéance ?», il écrit ainsi « Pour renverser Hitler, il faut en finir avec le Comintern. Puisque cette organisation, je le cite, fait tout son possible pour transformer l'Europe et même le monde entier en camp de concentration fasciste. » Il poursuit en déclarant que, je cite, « La lutte contre l'internationale communiste sur l'arène mondiale est actuellement la plus importante partie de la lutte contre la dictature stalinienne. » Le 12 novembre 1935, dans « Pourquoi Staline a vaincu l'opposition », il dit sans embâge, sans Staline, il n'y aurait pas eu Hitler. Le 1er octobre 1938, dans Phrases et réalités, il déclare aussi « La lutte contre le fascisme exige avant tout de déclarer une lutte à mort contre son propre impérialisme et son agent, la bureaucratie de Moscou. » Quelques mois après, dans l'article intitulé « La question ukrainienne », daté du 22 avril 1939, il réaffirme ce postulat. Nous l'avons dit autrefois, sans Staline, c'est-à-dire sans la fatale politique du Comintern en Allemagne, il n'y aurait pas eu Hitler. Passons au début de la Seconde Guerre mondiale. Lors de la capitulation de la France en juin 1940, le 17 juin 1940, Trotsky pointe une nouvelle fois le rôle du Kremlin. Il dit « Personne n'a aidé Hitler autant que Staline dans cette affaire de capitulation de la France, dit-il. Le chef du Kremlin, mais aussi la politique des fronts populaires sont rendus responsables de la capitulation de la France. » Il déclare, je cite, puisqu'à chaque fois j'ai dit je cite pour bien savoir qui dit quoi, « Avec sa propagande des fronts populaires, le Kremlin a détourné les masses de la lutte contre la guerre impérialiste. En passant du côté d'Hitler, Staline a brutalement brouillé les cartes et paralysé la puissance militaire des démocraties. Démocratie entre guillemets, bien sûr.
En démoralisant les masses populaires d'Europe, Staline a joué le rôle d'agent provocateur de Hitler. La capitulation de la France est l'un des résultats de cette politique. Bien. Maintenant, je vais aborder la convergence tactique, ce qu'on appelle, Émeric, moi et bien d'autres, la convergence tactique de Trotsky avec le projet de destruction de l'URSS par les nazis. Mais avant cela, je souhaite aborder un épisode significatif de son attitude à Trotsky en 1933. Ça s'avère pour moi important pour comprendre comment son fanatisme anti-stalinien ne relève pas de simples prises de position écrites, mais d'un véritable programme d'action, d'une politique de duperie avec des effets pratiques concrets. C'est une chose connue par les historiens nord-américains depuis 40 ans. En mars 1933, alors même que Trotsky déclare que, je cite, « on n'a jamais vu le diable, Staline, se rogner les griffes de son plein gré », il appelle pourtant ouvertement, et en plus il appelle par écrit ouvertement à rompre totalement avec la bureaucratie stalinienne allemande en fondant un second parti communiste allemand. En même temps, Trotsky tente secrètement de se réconcilier à l'amiable avec Staline pour revenir en Union soviétique. Comment le sait-on? Un historien nord-américain, Arch Getty, a découvert l'existence dans les archives de Harvard de la copie d'une lettre secrète envoyée par Trotsky à Moscou et datée du 15 mars 1933. Je cite, « à l'intention exclusive du bureau politique du Parti communiste de l'Union soviétique ». Que propose Trotsky alors? Et alors même qu'il a été chassé 4 ans auparavant de l'Union soviétique, il a été même déchu de sa nationalité soviétique. Il propose une offre d'entière collaboration avec ceux-là même, les staliniens avec lesquels il vient de rompre publiquement en Allemagne. Plus précisément, il demande sa réadmission dans le parti et reprendre sa place dans le Politburo. Donc cette décision engage clairement l'avenir du courant même politique qui se revendique de lui en URSS, l'opposition de gauche, mais qui ne sait apparemment rien de cette initiative toute personnelle. En effet, Trotsky propose dans sa lettre de dissoudre son courant en vue d'une complète unité d'action du parti. À l'évidence, il n'avait pas encore peur d'attraper la syphilis ou le choléra, puisque, comme on le verra, c'est ainsi qu'il désigne les staliniens peu après. Quoi qu'il en soit, sa proposition est classée sans suite par Moscou. Mais alors, si j'en parle, que penser de cette lettre ? Que faut-il conclure de l'attitude de l'exilé? L'incohérence de cette initiative avec les prises de position publiques n'est en fait sans doute qu'apparente. On ne peut croire à une naïveté politique de sa part. Renoncerait-il à son fanatisme anti-stalinien ou anti-Staline, si vous voulez, pour devenir un opposant loyal? Difficile à croire. C'est l'opportunisme qui guide son geste. Il s'agit, pour moi, selon moi, de revenir officiellement en URSS, à une époque où se construit en réalité une 5e colonne dans le pays. En effet, un bloc d'opposition pour renverser Staline par tous les moyens a bel et bien existé au début et au milieu des années 30 en URSS. Et depuis son exil, Trotsky a joué un rôle politique de coordinateur. Il ne s'agit pas là d'une invention stalinienne. Même un historien comme Pierre Brouet le reconnaît en 1980. Bien qu'il tente de défendre quand même l'exilé en prétendant que cette 5e colonne n'a pas pu entrer en action. Trotsky a menti en prétendant qu'il n'avait rien à voir avec cette opposition. Ce qu'il faut ajouter, c'est que lorsque plus tard les procès de Moscou auront lieu en 1936 et 1937, l'accusation avait donc une base réelle. Ces procès étaient le résultat d'une enquête de la part du pouvoir soviétique après l'assassinat à Leningrad de Sergueï Kirov en décembre 1934. Kirov, c'est un membre du Politburo et une figure montante du pouvoir soviétique. Les inculpés des procès de Moscou étaient accusés d'avoir trempé dans l'assassinat et d'avoir eu comme projet de renverser le pouvoir en URSS par un coup d'État. Trotsky, alors, était en exil, comme on le sait, et il fut impliqué par les accusés. Aux États-Unis, auprès de la commission Dewey, Trotsky, lui, va récuser toutes ces allégations. Il n'a jamais voulu renverser le pouvoir en URSS. Les procès, ajoute-t-il, sont une complète fabrication de Staline.
et ce dernier manipule les accusés pour leur faire porter le chapeau de l'assassinat de Kirov et pour l'impliquer lui personnellement à tort. Mais comme l'on dit, les paroles n'engagent que ceux qui les écoutent. La commission du ouais gobe littéralement ce que dit Trotsky. Pourtant, quelques mois après avoir clamé son innocence, voilà ce que Trotsky déclare de façon tout à fait décomplexée. Kirov, satrape brutal, ne suscite en nous aucune compassion. Nous demeurons neutres à l'égard de celui qui l'a tué, parce que nous ignorons ses mobiles. Mais si nous apprenions que Nikolaïev, le meurtrier de Kirov, a frappé consciemment dans le dessein de venger les ouvriers dont Kirov piétinait les droits, nos sympathies iraient sans réserve aux terroristes. Mais ce qui décide à nos yeux, ce n'est pas le mobile subjectif, c'est l'utilité objective. Dans les conditions d'une guerre civile, l'assassinat de certains oppresseurs cesse d'être du terrorisme individuel. C'est dans leur morale et la nôtre, 1938. En d'autres termes, le problème n'est pas l'assassinat de Kirov, selon Trotsky, mais le fait qu'il a été commis en l'absence apparente de mobile du meurtrier. Dans le cas contraire, Trotsky aurait justifié, voire encouragé sans réserve, cet assassinat commis par Nikolaïev. En réalité, depuis des années, Trotsky légitime l'usage de la terreur et du coup d'État pour renverser le pouvoir en Union soviétique. En octobre 1933, voilà ce qu'il dit. Le stalinisme est-il une maladie mortelle ou non? Une élimination pacifique de la bureaucratie est-elle possible? Non, répond-il catégoriquement. Pour écarter, je le cite, la clique dirigeante, il ne reste pas de voie normale, constitutionnelle. Contraindre la bureaucratie stalinienne à remettre le pouvoir aux mains de l'avant-garde prolétarienne, on ne peut le faire que par la force, souligné par Trotsky, force. Peu après, il compare l'URSS à un corps malade, atteint de la syphilis. La syphilis, ce sont, selon Trotsky, bien sûr, Staline et le pouvoir stalinien. Mais alors, que faire pour soigner le pays? Il faut, dit-il, pratiquer l'ablation d'une excroissance pernicieuse. Ce que, dit-il, l'on ne peut faire que par la force, en recourant non pas à des mesures de guerre civile, mais plutôt à des mesures d'ordre policier. En fait, un coup d'État. Et en 1937, la syphilis stalinienne devient, dans le vocabulaire de l'exilé, une lèpre et un fléau. Il dit « Le stalinisme est devenu le fléau de l'Union soviétique et la lèpre du mouvement ouvrier mondial. » L'année suivante, en mars 1938, la syphilis ou la lèpre devient le choléra, cette fois. À cette occasion, il érige le fanatisme en acte révolutionnaire. Il dit ainsi « Le stalinisme est infiniment plus proche du choléra que de la théorie fausse. La lutte doit être intense, féroce, impitoyable. Un élément de fanatisme dans cette lutte est non seulement valable, mais nécessaire. On n'a rien de grand, fait de grand dans l'histoire sans fanatisme. » 21 mars 1938, Conseil pour une revue partisane, le titre de l'article. En bref, lorsqu'il s'agit de combattre le stalinisme, la fin justifie les moyens, comme Trotsky le théorise cyniquement dans son texte « Leur morale est la nôtre ». Mais est-ce vraiment là des propos d'un innocent, injustement suspecté comme il le prétend? J'en viens à présent à la question de la convergence entre Trotsky et la politique de destruction programmée de l'URSS par les nazis. L'échec de la conspiration intérieure dont on a parlé, menée par l'opposition unifiée ou bloc d'opposition, a sans doute fortement accéléré chez Trotsky le choix du pire, en s'appuyant sur celui qu'il considère depuis 1933 comme l'homme fort de l'Europe, Hitler. L'année 1933 précisément, se projetant en futur chef de l'Union soviétique, Trotsky explique déjà que, je cite, « si l'opposition devait prendre le pouvoir, c'est-à-dire son opposition, elle serait obligée de maintenir des relations diplomatiques et économiques avec l'Allemagne hitlérienne.
ce qui implique un changement radical d'orientation politique dans tous les domaines. Cette déclaration reste certes allusive, mais elle s'éclaire selon moi 6 ans plus tard, en juillet 1939. Trotsky déclare alors « Nous devons partir des faits et non de normes idéales. La réaction thermidorienne en URSS, la défaite d'un certain nombre de révolutions, les victoires du fascisme, qui est en train de refaire à sa manière la carte de l'Europe, devront être payées en monnaie véritable dans tous les domaines, y compris dans celui de la question ukrainienne. Si nous devions ignorer la situation nouvelle née des défaites, si nous devions prétendre que rien d'extraordinaire ne s'est produit, si nous devions opposer des abstractions familières à des faits déplaisants, alors nous pourrions bel et bien livrer à la réaction nos dernières chances de nous venger dans un avenir plus ou moins proche. » Fin de citation. Alors cette déclaration est fondamentale. Trotsky appelle avec fébrilité, sous couvert de réalisme, à la séparation de l'Ukraine de l'Union soviétique, c'est-à-dire au démantèlement de la patrie socialiste, au pire moment des visées expansionnistes d'Hitler vers l'Est, notamment après les accords de Munich en 1938. Il est intéressant de voir que Trotsky commence en parlant de la réaction thermidorienne, c'est-à-dire les staliniens. C'est bien l'URSS qui doit payer en monnaie véritable les victoires du fascisme. Et Staline est rendu responsable en premier de cette situation. Nous sommes là bien en présence d'un développement de la pensée politique de Trotsky jusqu'à son ultime conséquence, la défaite de l'URSS jusqu'à son démembrement. Il ne s'agit pas d'une interprétation de ma part sur les intentions de Trotsky, mais d'un constat à partir de ce qu'il dit. Mais rassurez-vous, Jean Batou, historien suisse, dont nous avons déjà parlé, veille encore une fois au grain pour tenter de justifier l'injustifiable. Il déclare sans plaisanter dans son ouvrage « Découvrir Trotsky », je cite, « Pour Trotsky, à la fin des années 1930, le soutien à la dépendance de l'Ukraine fragilise le régime totalitaire de Moscou et contrecarre les desseins de l'impérialisme allemand. » Sérieusement, l'appel de Trotsky à démembrer une partie de l'Union soviétique, ce qui constituerait une menace existentielle pour ce pays, contrecarrerait les desseins de l'impérialisme allemand. Pour ma part, j'affirme qu'il est absolument impossible pour un historien un tant soit peu compétent et honnête de réfuter mon analyse textuelle sur la convergence de fond des vues de Trotsky sur l'Ukraine avec les visées expansionnistes bien connues à l'époque des hitlériens à l'est de l'Europe. L'indépendance de l'Ukraine, tant voulue par Trotsky à ce moment, signifie une Ukraine sous occupation allemande, nazie, ou sous le contrôle de forces nationalistes ukrainiennes pogromistes alliées aux nazis. Cela est rien d'autre, parce que l'appétit d'Hitler pour l'Ukraine est bien connu. C'est en 1936 qu'il fit à Nuremberg son discours dans lequel il indiquait ses visées sur l'Ukraine. Par ailleurs, en janvier 1937, Georges Piatakov, l'un des accusés au second procès de Moscou dont on a parlé, déclare la chose suivante. À quoi se ramène proprement cet accord? Il parle de l'accord de Trotsky avec les Allemands. Les fascistes allemands promettent au bloc trotskiste zinovieuviste une attitude favorable et leur appui en cas d'accession du bloc au pouvoir, en temps de guerre, comme avant la guerre, si cela réussit. En retour, les fascistes reçoivent la compensation suivante. Une attitude généralement favorable aux intérêts allemands dans toutes les questions de politique internationale. Certaines concessions territoriales qu'il faudrait faire étaient concrétisées entre Trotsky et les Allemands. En particulier, il s'agissait de concessions territoriales sous une forme voilée, à savoir la non-résistance aux forces nationales bourgeoises ukrainiennes en cas de leur autodétermination. Alors il faut m'expliquer là, si ces aveux de Piatakov sont une calomnie contre Trotsky, par quel miracle parle-t-il ainsi en 1937 de l'Ukraine? Ils le font, enfin Piatakov le fait avant que Trotsky, qui n'était pas spécialement connu pour sa défense des nationalistes,
mais plutôt pour son nihilisme national, défendent ensuite, de façon vindicative, en 1939, précisément l'indépendance de l'Ukraine, en la présentant comme une monnaie d'échange. Donc l'orientation capitularde de Trotsky en 1939, qui va jusqu'à vouloir, je le redis, démembrer l'URSS, s'accorde en fait en réalité tout à fait avec son point de vue défaitiste rabâché à longueur d'articles dans les années 1930. Voici donc un florilège de propos qui n'ont rien à envier aux méthodes de désinformation de la guerre psychologique. En 1931, Trotsky déclare « L'écrasement du prolétariat allemand par le fascisme signifierait pour le moins l'écroulement à moitié de la République des Soviets, car la victoire du fascisme en Allemagne déterminerait inévitablement une guerre contre l'URSS. Cette thèse sur l'inévitabilité de la guerre, si Hitler arrive au pouvoir, devient presque immédiatement du défaitisme chez Trotsky. Il dit d'ailleurs, je cite, « La défaite de l'Union soviétique est inévitable ». La même année, 1933. Pourquoi ? Parce que selon lui, Staline et ses acolytes trahiront l'Union soviétique à la première occasion venue en cédant à Hitler. Parce que pour lui, Trotsky, dès les années 30 et même avant, tout va mal pour les staliniens. L'économie soviétique va mal, l'armée et la vieille garde bolchevique ont été décapités. Et c'est donc pourquoi il y a urgence de reverser cette clique totalitaire stalinienne, dont Staline est le chef. C'est lui, Staline, et personne d'autre qui a affaibli l'Union soviétique et qui a, je cite, contribué à mener l'URSS au bord du gouffre. Dans l'article « Le rôle du Kremlin dans la catastrophe européenne », tome 24 des éditions de Brouet. Le 21 juin 1939, dans l'énigme de l'URSS, Trotsky déclare « L'oligarchie de Moscou, dans tous les cas, ne survivra pas à la guerre dont elle a si peur. » Le mois suivant, 23 juillet 1939, dans l'article intitulé « À la veille de la guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale », Trotsky écrit « Je ne suis sûr que d'une chose, le régime politique stalinien ne survivra pas à la guerre. Les représentants du régime politique, la bureaucratie de Moscou, ont peur de la perspective de la guerre parce qu'ils savent mieux que nous qu'ils ne survivront pas à la guerre en tant que régime. » La politique capitulaire de Trotsky ne s'arrête pas là. Il y a une suite. Il faut maintenant évoquer son attitude face au pacte germano-soviétique de non-agression, conclu le 23 août 23-29, en août 1939 au Kremlin. Ce pacte rabat les cartes de la guerre mondiale qui s'annonce. Cela a mis sans aucun doute Trotsky dans une colère noire, car dans ce contexte nouveau, son vibrant appel à l'indépendance de l'Ukraine ne pouvait plus servir de monnaie d'échange pour créer les conditions de son éventuel retour au pouvoir. En fait, Staline n'est peut-être pas si faible qu'il le pensait, puisque la diplomatie soviétique a retourné la situation sur le plan des rapports de force en gagnant un temps précieux pour se préparer à l'inévitable affrontement avec les nazis. Cela faisait suite à des années d'efforts de la part de la diplomatie soviétique pour créer une sécurité collective avec la France et l'Angleterre contre la menace allemande. Mais bon, on le sait, ces pays refusèrent obstinément ce projet jusqu'au bout. Récemment, l'historien Geoffrey Roberts, auteur de Les guerres de Staline, paru aux éditions d'Edgar, déclarait à ce sujet, je le cite, c'est un peu long mais c'est très intéressant et c'est très récent. Avant de conclure son pacte avec Hitler, Staline passa des mois à négocier une triple alliance avec la Grande-Bretagne et la France, qui aurait garanti la sécurité de tous les États européens sous la menace nazie, y compris la Pologne. Mais les Polonais anticommunistes ne souhaitaient pas, ni ne pensaient pas avoir besoin d'une alliance avec l'URSS, alors qu'ils bénéficiaient déjà du soutien de la Grande-Bretagne et de la France. Une triple alliance anglo-soviétique française aurait pu dissuader Hitler d'attaquer la Pologne en septembre 1939. Mais Londres et Paris traînèrent les pieds pendant les négociations. Et, à l'approche de la guerre, Staline commença à douter de l'utilité d'une alliance soviéto-occidentale. Craignant que l'Union soviétique ne soit livrée seule à la lutte contre l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France restant à l'écart, Staline décida de conclure un accord avec Hitler, qui maintenait l'URSS à l'écart de la guerre à venir et offrait certaines garanties
pour la sécurité soviétique. Si les choses avaient changé, le pari vengeur de Trotsky contre son ennemi juré restait bien sûr d'actualité. Immédiatement après l'invasion de la Pologne par les nazis, Trotsky déclare le 11 septembre 1939 dans son article « Moscou mobilise ». Dans sa course à l'abîme, Hitler peut non seulement écraser la Pologne, mais aussi porter des coups qui pourraient coûter sa tête à l'oligarchie du Kremlin. Alors là, vous aurez remarqué peut-être que Trotsky est devenu un peu moins affirmatif. Il laisse transparaître une certaine inquiétude puisque le présent du « je suis sûr que d'une seule chose a laissé la place au conditionnel » pourrait coûter sa tête. Puis, en mai 1940, Trotsky publie une lettre aux travailleurs de l'URSS. Il y déclare que, je cite, « l'oligarchie de Moscou constitue la principale source de danger pour l'URSS. » Il ajoute « Staline est aujourd'hui indubitablement le politicien le plus conservateur d'Europe. » Alors si on adopte l'analyse Trotsky selon laquelle tout va mal, de mal en pis en URSS, le pays est au bord de l'effondrement depuis au moins 10 ans, l'armée rouge est décapitée, etc., on ne comprend pas par quel miracle les soviétiques vont pourtant battre le Troisième Reich. Ce fait historique majeur, les trotskistes ne l'expliquent jamais. Peut-être que Hitler a fait un cadeau à Staline en le laissant gagner. Ou plus sérieusement, l'explication réside peut-être dans une réalité que Trotsky n'aurait jamais admise. Ces victoires finalement éclatantes, obtenues au prix de millions de vies et de soldats et de civils, a été rendues possibles par l'existence préalable de conditions objectives qu'il est facile de nommer, le succès indéniable et néanmoins difficile de la construction du socialisme dans un seul pays. Le pacte germano-soviétique entre l'URSS et le Reich ne transforma pas l'URSS en un allié du Reich. Lorsque Hitler se décide envers l'URSS le 22 juin 1941, Staline appelle à la résistance patriotique. Et là, je veux citer un large extrait du discours radio-diffusé au peuple soviétique prononcé le 3 juillet par le diable Staline. Ce discours marque le début officiel de la résistance à l'envahisseur nazi en URSS. C'est sans aucun doute pour moi l'un des discours politiques les plus importants du XXe siècle. Il expose les motivations de la diplomatie soviétique, dont la recherche historique démontre nullement la duplicité mais la validité quant aux objectifs attendus. Nous pensons donc important de citer un long extrait. Alors j'y vais. C'est Staline qui parle. On peut nous demander comment a-t-il pu se faire que le gouvernement soviétique ait accepté de conclure un pacte de non-agression avec des félons de cette espèce et des monstres tels que Hitler et Ribbentrop. Le gouvernement soviétique n'a-t-il pas, en l'occurrence, commis une erreur? Non, bien sûr, le pacte de non-agression est un pacte de paix entre deux États. C'est un pacte de ce genre que l'Allemagne nous avait proposé en 1939. Le gouvernement soviétique pouvait-il repousser cette proposition? Je pense qu'aucun État pacifique ne peut refuser un accord de paix avec une puissance voisine, même si à la tête de cette dernière se trouvent des monstres et des cannibales comme Hitler et Ribbentrop. Cela, bien entendu, à une condition expresse, que l'accord de paix ne porte atteinte ni directement ni indirectement à l'intégrité territoriale, à l'indépendance et à l'honneur de l'État pacifique. On sait que le pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS était justement un pacte de ce genre. Qu'avons-nous gagné en concluant cela avec l'Allemagne, avec ce pacte de non-agression? Nous avons assuré à notre pays la paix pendant 1 an et demi et la possibilité de préparer nos forces à la riposte au cas où l'Allemagne fasciste se serait hasardée à attaquer notre pays en dépit du pacte. C'est là un gain pour nous certain et une perte pour l'Allemagne fasciste. Qu'est-ce que l'Allemagne fasciste a gagné et qu'est-ce qu'elle a perdu en rompant perfidement le pacte et en attaquant l'URSS? Elle a obtenu ainsi un certain avantage pour ses troupes pendant un court laps de temps. Mais elle a perdu au point de vue politique en se démasquant aux yeux du monde comme un agresseur sanglant. Il est hors de doute que cet avantage militaire de courte durée n'est pour l'Allemagne qu'un épisode, tandis que l'immense avantage politique de l'URSS est un facteur sérieux et durable, appelé à favoriser les succès militaires décisifs de l'armée rouge dans la guerre contre l'Allemagne fasciste.
J'affirme ici que ce qu'explique Staline a été corroboré dans sa véracité par les historiens informés et honnêtes qui, de leur part, ont établi cela. Je souhaite à présent parler de la signification réelle de la célèbre théorie de Trotsky sur la révolution permanente. Parce que pour moi, il y a davantage de continuité que de rupture avec ses prises de position dans les années 1930. Autrement dit, il existe un lien théorique entre son choix de la défaite de l'Union soviétique et la logique défaitiste de la révolution permanente. Une logique menchevique qui se dissimule volontiers sous un verbiage gauchiste et messianique. Je propose d'appeler cette théorie de la révolution permanente une théorie de la duplicité permanente. En effet, les appels constants de Trotsky à la révolution mondiale, depuis qu'il se dit marxiste, cachent un nihilisme national. En bref, la théorie de la révolution permanente part du postulat que la Russie est trop faible et trop arriérée pour entrer dans le socialisme en raison de son retard héréditaire économique et culturel, c'est-à-dire en raison de ses traits purement asiatiques. Commençons donc à rebours, c'est-à-dire par ce que dit Trotsky en juin 1934 dans La guerre et la 4e internationale. Cet extrait que je vous livre dans sa longueur, est exemplaire de sa pensée politique sur la nature de l'URSS. Trotsky dit « L'État ouvrier isolé n'est pas une entité qui se suffit elle-même, non seulement sur un terrain d'exercice, mais c'est seulement un terrain d'exercice pour la révolution mondiale. En défendant l'URSS, le prolétariat ne défend pas des frontières nationales, mais une dictature socialiste temporairement bornée par des frontières nationales. C'est seulement la compréhension profonde que la révolution prolétarienne ne peut être achevée à l'intérieur d'un cadre national que, sans la victoire du prolétariat dans les pays avancés, tous les succès de la construction socialiste en URSS sont voués à l'échec en dehors de la révolution internationale. Il n'est point de salut pour aucun pays du monde. Ce sont seulement ces convictions solidement ancrées dans le sang et la moelle qui peuvent ancrer une base sûre pour une politique prolétarienne révolutionnaire en cas de guerre. En résumé, tenter, selon Trotsky, de construire le socialisme dans un seul pays est un simple terrain d'exercice. Si la révolution mondiale n'arrive pas, c'est inévitablement voué à l'échec. Et cette logique défaitiste n'a rien de nouveau. En 1906, dans Bilan et perspective, Trotsky déclare déjà « Sans l'aide directe d'État de la part du prolétariat européen, la classe ouvrière en Russie ne pourra conserver le pouvoir et ne pourra transformer sa domination temporaire en une dictature socialiste durable. » Et lorsqu'il parle du prolétariat allemand, du prolétariat européen et allemand, c'est vrai, en particulier d'ailleurs, il se réfère plus précisément à la création nécessaire des États-Unis d'Europe. Après la mort de Lénine en janvier 1924, Trotsky reprend plus que jamais cette litanie sur le fait que la révolution socialiste ne peut être achevée dans les limites nationales, c'est-à-dire sans la formation préalable des États-Unis d'Europe. Cela lui sert de postulat pour lutter contre la possibilité de construire le socialisme dans un seul pays, la thèse bien connue adverse de Staline, mais aussi d'autres bolcheviks. Car les recherches depuis historiographiques réfutent l'interprétation de l'exilé Trotsky selon laquelle le socialisme dans un seul pays signifie l'abandon de la révolution mondiale. Les historiens Lars Lee, Oleg Nomov, Oleg Greveniuk, je prononce très mal, excusez-moi, ont édité les lettres de Staline à Molotov envoyées par Staline de 1925 à 1936. Et ces historiens, pas du tout staliniens, montrent au contraire le grand intérêt que le chef du Kremlin portait aux événements des autres pays. Je cite Lars Lee. Les lettres prouvent que Staline ne faisait pas une distinction rigide entre l'intérêt de la révolution mondiale et l'intérêt de l'État soviétique. Ce sont deux préoccupations continuellement pressantes dans son esprit. Ainsi, poursuit Lee, Staline n'a à aucun cas abandonné la cause de la révolution mondiale comme Trotsky le prétend. Il n'était pas hypocrite dans son soutien à la révolution mondiale. Ce que, en revanche, Staline s'oppose,
Il s'oppose au sens particulier donné par Trotsky à la révolution permanente, lorsque ce dernier en fait du nihilisme national. Et Staline, pour moi, a raison sur le plan théorique, lorsqu'il explique que les arguments de Trotsky sur l'impossibilité de construire le socialisme sans l'aide directe d'États occidentaux ne se réfèrent pas à l'indispensable soutien internationaliste du prolétariat européen, mais précisément à la création des États-Unis socialistes d'Europe. Or, cette théorie n'a rien à voir avec la pensée de Lénine, dont Trotsky se revendique pourtant dans le but de se présenter comme son successeur légitime. Toute la vieille garde bolchevique de l'époque, dans les années 1920, y compris Zinoviev, Kamenev, Boukharine, le savent parfaitement. Ils étaient bien placés pour connaître, par exemple, le texte de Lénine intitulé « Du mot d'ordre des États-Unis d'Europe », 23 août 1915. Par ailleurs, un élément essentiel de la théorie trompeuse sur la révolution permanente de Trotsky, mais pourtant bizarrement jamais relevé un seul instant, est que lorsque Trotsky parle après 17 de révolution socialiste en Europe, c'est de façon en fait hypothétique. Pour Trotsky, le socialisme en URSS n'est pas réalisé. Trotsky parle après 1917 de la révolution socialiste en Union soviétique, mais en fait, c'est en vérité de façon toujours hypothétique. Parce que pour lui, le socialisme n'est pas réalisé. Autrement dit, il parle toujours en réalité du passage du capitalisme au socialisme en URSS, et pas du tout du passage du socialisme au communisme, comme pourrait le penser un marxiste. Dans la Révolution trahie, son texte de 1936, il dit explicitement que l'URSS est une société intermédiaire entre le capitalisme et le socialisme. Le lecteur qui ne sera pas dupe repérera la duplicité permanente de Trotsky sur la nature de l'État ouvrier, comme il nomme l'Union soviétique. Un régime de transition du capitalisme vers le socialisme, et non pas, comme le disent tous les autres bolcheviks, sans exception, une société de transition du socialisme vers le communisme, condition de possibilité pour avancer dans la voie socialiste. Quant au qualificatif dégénéré que Trotsky ajoute dans les années 1930 à l'idée d'État ouvrier dégénéré, pour se référer donc à la dégénérescence bureaucratique stalinienne, il a beau jeu d'accuser ce dernier. En effet, si on suit la logique de sa pensée politique sur la nature de l'URSS, en veillant donc à garder un semblant de cohérence théorique sur les propos de Trotsky, cette dégénérescence est plutôt une conséquence politique et non une cause du stalinisme. Certes, le stalinisme au pouvoir ne fait qu'aggraver les choses, mais la défaite du socialisme en URSS est avant tout une conséquence du caractère économiquement arriéré du pays, semi-féodal, condamné à croupir puis à périr sans l'aide rapide des États-Unis d'Europe. Rappelez-vous, l'URSS n'est qu'un terrain d'exercice pour la révolution mondiale. Ce qui est décisif, c'est donc ce qui se joue sur le terrain international. Lorsqu'il prophétise, Trotsky, au milieu des années 1920, la défaite possible de la révolution en URSS, c'est d'abord pour des questions internationales, l'Allemagne. Et dans les années 20, Staline n'est même pas encore à la tête du pays. La logique trotskiste qui se dissimule sous le couvert de l'antistalinisme et dans un verbiage gauchiste de révolution mondiale permanente est rétabli sur ses pieds. Il est presque certain que dans un pays arriéré comme l'URSS, dont la majorité de la population est paysanne, il est certain que cette population paysanne choisisse ou accepte de confier son sort à quelqu'un comme Staline, un des leurs, un arriéré. Je vous le démontre en citant Trotsky lui-même. Voilà le message qu'il adresse en mai 1940 aux Russes, alors que la guerre mondiale a éclaté et que l'URSS mène une politique internationale existentielle pour sa survie. Il s'agit d'un texte intitulé, et j'en ai déjà parlé, « Lettre aux travailleurs de l'URSS ». Si, dit-il, dit Trotsky, une nouvelle caste oppressive et parasitaire s'est élevée au-dessus de la République des Soviets et contre ses peuples, en se donnant pour chef Staline. C'est, je cite, dans une large mesure, la faute des soviétiques eux-mêmes, c'est-à-dire, je le cite plus précisément, à cause du retardement de la révolution mondiale, à cause de la lassitude et dans une large mesure de l'arriération des ouvriers et surtout des paysans russes. Il ajoute,
La dégénérescence du parti dirigeant, à laquelle il faut ajouter les purges sanglantes, sont la conséquence de l'arriération du pays et de l'isolement de la révolution. Pour tenter d'être un peu complet, je souhaite évoquer maintenant la généalogie des principales notions trotskistes. Les fondements de la théorie de la révolution permanente n'ont rien de bolchevique, elles sont mencheviques, je l'ai dit. Ces théories ne doivent rien à Lénine, ni même à Marx, surtout le Marx dans sa période de maturité politique. Et cela malgré ce que prétend Trotsky et ses fidèles. En revanche, au niveau de l'histoire des idées, les autres notions trotskistes sur le stalinisme en particulier semblent au premier abord tout à fait originales. En fait, c'est faux. En réalité, Trotsky ne fait preuve d'aucune originalité. Il s'inspire du théoricien de la social-démocratie Karl Kautsky. En effet, dès 1918, ce dernier, Karl Kautsky, développe des concepts que reprendra par la suite l'exilé Trotsky. Contre-révolution thermidorienne, dégénérescence bureaucratique, bonapartisme, totalitarisme, etc. Sa dette théorique envers Kautsky et son antisoviétisme fanatique concerne l'idée non seulement de l'équivalence entre le fascisme et le stalinisme, mais également l'idée que le plus grand danger des deux provient de la Russie soviétique et pas d'ailleurs. L'invention des rouges-bruns n'est pas une création d'après-guerre, mais bien, et pas faite par la droite et l'extrême droite, mais provient à l'origine de la gauche antisoviétique et anticommuniste d'avant-guerre. En 1925, Kautsky déclare « Le gouvernement des soviets est actuellement le gouvernement des soviets est plus grave que l'infâme régime de Horthy ou de Mussolini. Cela ne rend pas tout mouvement d'opposition de la part du prolétariat aussi radicalement impossible que le fait le gouvernement des soviets. L'URSS est l'ennemi le plus dangereux du prolétariat lui-même. 1925. Kautsky déclare aussi que le fascisme n'est que le pendant du bolchevisme. Mussolini n'est que le singe de Lénine. On comprend mieux pourquoi les sociodémocrates allemands, les premiers, refusent de s'allier avec le communiste pour lutter contre la montée d'Hitler dans les années suivantes. En 1931, dans son ouvrage « Le bolchevisme dans l'impasse », Kautsky écrit aussi « La dégénérescence bonapartiste, ou si l'on préfère fasciste du bolchevisme, n'est pas un danger qui menace dans un lointain avenir, mais c'est un État où la Russie est plongée depuis près de 10 ans. » On retrouve donc à peu près tout ce que dira peu de temps après Trotsky. Il suffit de substituer le terme stalinisme au terme bolchevisme. Et cette dette ne doit pas susciter d'étonnement outre mesure. Il est vrai que Trotsky s'est directement opposé à Kautsky au début de la révolution soviétique dans son livre « Terrorisme et communisme ». Mais en fait, leur socle théorique commun est plus important que leur divergence. C'est bien le postulat selon lequel la tentative d'édifier le socialisme sur le socle de la Russie arriérée doit déboucher inéluctablement sur un despotisme asiatique, sans l'aide directe et rapide des peuples et des nations d'Europe occidentale. Bon, il est vrai que Trotsky se démarque de l'arsenal théorique de Kautsky sur 2 points particuliers. Même si cela, c'est pas essentiel pour comprendre la pensée trotskiste. Parce que, par exemple, ces 2 éléments ne sont pas rappelés, sont pas mis en l'honneur par les militants de ce courant lorsqu'ils parlent de leur idole. Mais pourtant, c'est assez révélateur de ce que Trotsky avait en tête. La première chose, c'est l'idée qu'il refuse, Trotsky, de reprendre à Kautsky l'idée de capitalisme d'État. En effet, il refuse de qualifier le régime soviétique sous Staline de capitalisme d'État, comme pourtant le lui demandaient certains de ses partisans à la fin des années 30. Mais alors, quelle aurait été la conséquence si l'exilé avait repris cette idée ? Cela équivalait à parler de restauration capitaliste en URSS. Or, le prix politique aurait été trop élevé pour prétendre cela. La classe ouvrière communiste était trop nombreuse. De plus, la contradiction et les incohérences de ces déclarations à Trotsky seraient devenues vraiment intenables. Il serait devenu quasiment impossible pour lui de se faire passer pour un héritier de Lénine, pour un bolchevique, c'est-à-dire d'utiliser la ruse opportuniste du faux pavillon, du faux ami pour reprendre le pouvoir en russe
en URSS de façon pragmatique comme il l'envisageait. L'autre chose qu'il a toujours proclamée, et que ne faisait pas Kautsky, c'est, je cite, tenez-vous bien, une défense inconditionnelle de l'URSS. Ce sont là ces termes exacts. Quel crédit accorder à ce slogan de défense inconditionnelle de l'URSS? Comment Trotsky peut concilier raisonnablement ce mot d'ordre avec son défaitisme pseudo-révolutionnaire appliqué à ce pays? J'imagine que sans doute ça lui paraissait un élément rhétorique indispensable pour tromper son monde, c'est-à-dire à la fois légitimer sa volonté de renverser Staline par tous les moyens et à la fois prétendre le faire pour le bien-être de l'URSS. Voici la dernière partie. Il m'a semblé important, puisque le titre de mon exposé parle des récidives actuelles, il m'a semblé important de finir mon exposé avec une dernière partie consacrée au choix de la défaite de Trotsky et ses récidives dans l'actuel conflit ukrainien. Alors ce rapprochement est dicté par les événements eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'un nouveau règlement de compte dépassé avec le trotskisme qui alimenterait contrepartie une nostalgie archaïque pour l'URSS de Staline. Parce que d'abord, qui est vraiment obsédé par Staline et s'en sert comme moyen de propagande? Moi, d'autres, ou les médias dominants et les bien-pensants? Ce sont bien eux qui rapprochent idéologiquement Staline de Vladimir Poutine, comme s'il y avait une simple continuité entre les deux. Alors voici quelques exemples prélevés dans la presse et la télévision française. D'abord dans l'Express du 22 juin 2022. Oui, c'est l'Express. Donc on voit Poutine, Staline, Mélenchon qui n'a rien demandé, puisque au début du conflit ukrainien, il défend le régime de Zelensky et il a oublié de façon opportuniste l'OTAN, comme il disait avant, l'OTAN, ennemi principal de la paix en Europe, voire dans le monde. Ça, c'est évidemment, c'est l'Express. Ensuite, dans le Courrier international, parce que là, je prends des trucs pas forcément fachos, hein. On va voir le Courrier international. Donc, c'est daté du 14 mars 2024, un numéro paru lors des élections présidentielles russes. Le numéro a pour titre « La Russie selon Poutine ». Voici la couverture du numéro du Courrier international. Remarquons la cravate en forme de bombe. Mais au fait, Zelensky et son régime respectent-ils, lui, le calendrier électoral de leur pays, comme l'a fait Poutine? Et donc là, page, je ne sais plus, mais ça sera noté dans la bibliographie, vous voyez, devant un buste de Staline près de la place rouge. Et juste à côté, des moscovites manifestent leur soutien à Poutine et à la guerre. Ici, un petit dernier exemple, un documentaire qui tourne sur les plateformes des chaînes de LCP et d'Arte, avec pour titre « L'impossible enterrement de Staline ». Voici ce que dit notamment le texte de présentation pris sur le site d'Arte. « Staline est mort, mais la Russie n'en a pas fini avec lui. » Et voici ce que dit le texte de présentation de LCP. « Pourquoi sa dépouille à Staline est-elle devenue une arme de propagande ?» Notre film propose une nouvelle lecture de l'ère post-Staline, explorant son impact sur la politique et la société russe des décennies après sa mort. Je me demande si c'est pas pour LCP d'abord que la dépouille de Staline est une arme de propagande anti-russe. Et puis je rappellerai également que la mort du chef de Kremlin date de 1953, et ça devient pour LCP des décennies jusqu'à aujourd'hui. On ne sait jamais. Peut-être des gens ne feront pas prendre toutes ces années pour seulement des décennies, ce qui permet de cacher le caractère excessif de la continuité ainsi établie. Alors quel est le véritable but, puisque ni historique ni d'information? Il est idéologique. Déclarer qu'il s'agit de fabriquer une opinion publique contre un ennemi héréditaire.
Le leitmotiv, rappelons-le, en 2021, était de mettre à genoux la Russie par la guerre, les sanctions, l'encerclement, le blocus économique, punir tout un peuple, jusqu'à déclencher la Troisième Guerre mondiale s'il le faut. En fait, faire revenir la Russie à la bonne époque du laquais Helsinki, voire démembrer ou détruire une nation comme ils l'ont fait les impérialistes occidentaux en Yougoslavie, en Irak, Afghanistan, Libye et maintenant en Syrie. Pour cela, il faut travailler l'opinion publique, faire passer les Russes et plus tard les Chinois ou tout autre peuple, le reste du monde si c'est besoin, comme des ennemis héréditaires. Il s'agit de créer un grand autre, un grand méchant, de l'essentialiser comme tel et de le rendre responsable de tout. Et pour mieux comprendre comment ces appareils idéologiques d'information s'y prennent, je vous conseille de lire l'article paru dans Raison Présente, la revue Raison Présente en 2023. L'auteur, c'est Anne Morelli. L'article est intitulé « Comment convaincre l'opinion publique d'adhérer à une guerre ? 10 principes de propagande de guerre appliqués au conflit récent avec la Russie et la Chine ». C'est-à-dire, malheureusement, des nations qui peuvent s'affirmer, rivaliser avec l'impérialisme hégémonique et riposter, ce qui n'est malheureusement pas le cas d'autres pays. Morelli déclare « Avant de faire la guerre, il faut la vendre à l'opinion publique et fabriquer l'ennemi, à travers une vision binaire de l'autre, où des mots tels que défi, adversaire, risque, menace, capacité de nuisance, militarisme, expansionnisme, appétit de puissance, etc. ont tout leur poids aujourd'hui comme hier. » Elle explique également que ce sont ces principes de base de la propagande de guerre qui ont été formulés lors de la Première Guerre mondiale et qui ont toujours cours dans le récit occidental développé actuellement contre la Russie et la Chine. Parmi ces 10 commandements ou principes élémentaires, on trouve, dit-elle, « Nous ne voulons pas la guerre, c'est l'ennemi qui en est responsable. Le chef du camp adverse est un fou diabolique. Les nobles causes de notre camp. L'ennemi est le seul à commettre des atrocités. L'ennemi est le seul à utiliser des armes et des techniques illégales. » En ce qui me concerne, je vais souligner le fait que ces principes de propagande de guerre ont été repris par Trotsky dans son fanatisme antistalinien. Cela, j'y reviendrai pas. Mais aussi de nos jours, par une grande partie de la gauche ou de l'extrême gauche, pas toujours Trotsky d'ailleurs, concernant le conflit ukrainien. Là, ce n'est plus ni Staline ni Hitler, mais ni l'OTAN ni Poutine, ou alors maintenant ni Trump ni Poutine. Mais en réalité, comme dans la rhétorique employée par Trotsky, il s'agit toujours de 2 poids 2 mesures en fait. Il s'agit d'abord et avant tout de diaboliser la Russie et ses dirigeants, une diabolisation qui se substitue donc à celle du non-soviétique de Staline. Cette gauche, ou extrême gauche, dit défendre la paix, le droit international, la liberté, la démocratie pour les peuples d'Ukraine, etc., etc. En réalité, elle s'aligne sur les médias mensonges de sa bourgeoisie et renonce à ce qu'elle devrait faire en priorité, refuser la propagande de guerre par procuration des États-Unis et de l'Union européenne contre la Russie. Elle préfère pour cela adopter le socle du récit idéologique contre la Russie. Bon, je tiens à préciser que selon moi, la rhétorique du Nini n'est pas mauvaise par principe. On peut imaginer des cas où ce slogan soit mis au service de la neutralité. Mais il est par contre tout à fait condamnable dans le cas présent qui nous occupe, dans la mesure où cela sert de faux semblant, en faisant, sans le dire, le choix de la défaite, c'est-à-dire le choix de renoncer, avec de belles paroles, à s'opposer à l'impérialisme nord-américain et à l'impérialisme européen. En bref, par opportunisme et pour exister, cette gauche soi-disant de rupture s'avère en fait une force d'opposition loyale à son propre impérialisme euro-atlantiste. Je vais donner plusieurs exemples pour terminer mon intervention d'aujourd'hui, mais je vais laisser volontairement de côté le fait que les trotskistes français du groupe, par exemple Révolution permanente, utilisent aujourd'hui les textes de Trotsky sur l'Ukraine pour justifier leur position de défense de l'Ukraine 2, y compris le texte où ce dernier, Trotsky, parle de monnaie d'échange. Je commencerai en évoquant rapidement le monde diplomatique. Ce qui prime chez les rédacteurs de ce journal, c'est non pas de montrer en quoi le conflit ukrainien est une guerre par procuration, mais bien de dénoncer d'abord l'indéfendable agression russe. C'est ce que proclament Serge Halimi et Pierre Rimbert en avril 2023. À mon avis, il doit manquer aux journalistes du monde diplomatique quelques éléments de géopolitique sur l'histoire de l'Ukraine depuis 2014. Sur le fait aussi que les dirigeants européens ont menti pendant 6 ans à la diplomatie russe en préparant la guerre.
et que c'est en fait le régime de Zelensky qui est indéfendable. Et passons directement, ça va peut-être pas vous faire plaisir, à la ligne éditoriale de l'humanité, avec un premier exemple pris dans les premiers mois du conflit ukrainien. Voilà. Vladimir Poutine ressuscite l'OTAN. C'est exactement au mot près ce que disent les autres médias à la même époque, mais qui se cachent pas eux derrière l'étiquette de gauche. Une reprise flagrante de l'un des principes de base de la propagande de guerre, selon lequel nous ne voulons pas la guerre, c'est l'ennemi qui est responsable. Alors par exemple, Le Monde. Guerre en Ukraine, Vladimir Poutine ressuscite l'OTAN. Le Figaro. Comment Vladimir Poutine a ressuscité l'OTAN? Il y en a d'autres, mais... Il est pourtant connu que l'intervention militaire russe vise tout au contraire à empêcher l'expansion à l'est de l'OTAN et à contenir la menace que cette organisation fait peser sur la Russie. Mais pas pour la rédaction de l'humanité, hein, c'est la faute de l'autre, en dit-il en somme. Et malheureusement, quand cela ne se passe pas comme espéré, cet autre ne peut en aucun cas remporter de victoire. Donc voici un titre plus récent de ce journal pour l'illustrer. Puisque tout ne va pas si mal pour eux, comme on l'escomptait, c'est forcément un cadeau, une concession, une faveur du camp adverse qu'on lui fait. Alors que la vérité obligerait à dire que la Russie, elle a bien gagné la confrontation sur le terrain ukrainien. Voici l'humanité, le cadeau de Trump à Poutine. Ce qui est important, c'est que pour eux, c'est que la guerre par procuration continue coûte que coûte, même au prix du faux semblant et de l'utilisation de tous les passe-passe politiques, même les plus affligeants. L'exemple pour moi le plus éloquent, c'est malheureusement encore une fois l'humanité, qui prend le parti de la guerre sans le dire. C'est le titre du 6 mars dernier. Pour la guerre, pas d'austérité. C'est un titre historique pour moi. Ce titre intervient au lendemain de l'intervention télévisée de Macron et des propos d'escalade militaire de ce dernier, disant que la Russie veut s'en prendre militairement à la France. Donc on attendait non à la guerre, non à l'austérité. Mais non. Si l'on considère littéralement pour la guerre, pas d'austérité, cela signifie être en faveur de l'escalade militaire. C'est une interprétation possible. Au risque de déclencher une troisième guerre mondiale sur le sol de l'Europe. Mais sans austérité. Vous n'allez pas me faire croire que Mélenchon, l'humanité, Roussel et Ruffin ne remettent jamais en cause, ils remettent en cause les buts de la guerre. Ils remettent le problème de l'austérité, j'en viens. C'est-à-dire, ils veulent pas que l'humanité ne veut pas que les travailleurs et les peuples payent la facture. Passons, allons-y, puisque on ne croyait pas, passons maintenant aux insoumis, puisque la compromission et les escalades bellicistes, ce qui n'est pas le cas pour vous, se retrouvent pourtant également chez eux. Ils proclament pourtant être pour la paix, la sortie de l'OTAN, pour le respect du droit international, blablabla. Bla bla bla. Malheureusement, force est de constater que c'est là aussi un faux semblant. Par exemple, le 19 septembre de l'année dernière, 2024, tous les députés européens de France Insoumise, moins un seul, se sont abstenus de voter contre une résolution du Parlement européen qui autorise le régime de Zelensky à bombarder la Russie, je cite, dans la profondeur de son territoire. Il se trouve même un député insoumis qui a voté pour cette résolution, rejoignant ainsi tous les députés verts et eurodéputés PS affiliés à Glucksmann. Prenons le cas de Mélenchon. Dans un texte du 21 mars 2025, paru sur son blog, il appelle à une manifestation contre le racisme à Paris qui s'est déroulée le lendemain. Le titre, ni Trump, ni Poutine. Alors 22 mars. On retrouve donc bizarrement là la fameuse rhétorique du Nini. Peu importe, pourrions-nous dire. Mais en tout cas, Mélenchon parle-t-il de paix et s'oppose-t-il résolument à l'escalade militaire et au plan européen de réarmement?
Bah, pas du tout. Il se lamente plutôt à cette occasion du fait, je le cite, « La préférence européenne n'est vraiment pas organisée pour le choix des matériels militaires. En résumé, comme le PCF, Mélenchon est pour la guerre, pas d'austérité. » Il ajoute « Les commissaires européens aux affaires extérieures et à la défense ont convoqué la presse pour présenter un plan des commandes publiques. En fait, il n'a été question que d'une industrie à financer par des commandes publiques. Rien sur le matériel nécessaire, rien sur la stratégie, rien sur l'état-major commun. Poutine peut dormir tranquille, un moment misérable. » Ce qui est misérable pour moi, c'est que Mélenchon se voit quasiment en chef et en stratège militaire. Aucune reprise du mot d'ordre de son propre mouvement, sortir de l'OTAN. Seulement un nouvel échantillon qui nous est offert du faux-semblant, empruntant la rhétorique du Nini. Enfin, je vais évoquer les prises de position de différents groupes trotskistes depuis le début du conflit, puisque finalement, il s'agit de parler de Trotsky et du trotskisme. Reportez-vous à ce que répétait Poutou, le candidat ouvrier du NPA en mars 1922. Il lançait « à bas la guerre ». Au Dauphiné libéré, il confirme « Nous sommes pour la dissolution de l'OTAN ». Mais il ajoute, je le cite, « Face à cette agression et à cette guerre de la Russie, il faut une aide militaire d'armes, car c'est ce que réclame la population d'Ukraine. » De quoi je me mêle? N'appelle-t-on pas ça de la collaboration de classe dans votre rhétorique militante, monsieur Poutou? Du coup, je ne suis pas certain qu'il vaut mieux Poutou que Poutine pour mettre fin à la guerre. Un autre exemple avec Gilbert Achcar, un universitaire très écouté chez les trotskistes. Dans son article du 15 juillet 1923, intitulé « La gauche et l'Ukraine, deux écueils à éviter », il dénonce le campisme, le fait de choisir son camp dans le conflit ukrainien en revendiquant, lui aussi au contraire, de ne choisir ni l'OTAN ni Poutine. C'est pourquoi il déclare qu'une attitude anti-impérialiste cohérente avec l'Ukraine doit combiner 10 revendications. Parmi celles-ci, il faut apporter son soutien à des négociations de paix sous l'égide de l'ONU et soutenir un règlement pacifique. Il dit aussi s'opposer à toute augmentation des dépenses militaires et s'opposer à l'élargissement de l'OTAN. Mais le problème, c'est que ces revendications correspondent seulement au poids 5, 6, 7 et 8 des propositions d'Achcar. Elles pèsent finalement pas lourd face à sa première revendication qui est la suivante. Opposition à l'agression russe et dénonciation de son assaut criminel en cours et soutien au droit légitime de l'Ukraine à l'autodéfense et à l'acquisition de moyens défensifs auprès de n'importe quelle source disponible. Ici, son attitude campiste, comme diraient les trotskistes, est claire et nette, alors qu'il dit pourtant s'en démarquer. Et cela va plus loin, il faut selon lui fournir des armes auprès de n'importe quelle source disponible, y compris donc l'OTAN, en laissant la sagesse bien connue des régimes de Kiev le soin d'utiliser ces armes de manière purement défensive, bien sûr. Moi, j'attends, par exemple, en vain, que Achcar dise la même chose pour Gaza. Cela afin que ces conseils éclairés servent, comme il le dit, une attitude anti-impérialiste cohérente, mais cette fois avec la Palestine. Enfin, pour vraiment finir, je prendrai un exemple très récent. Imprécor, le journal du secrétariat unifié de l'international trotskiste, 4e international. Voilà ce qui est déclaré dans son éditorial du mois dernier, en avril 2025. En avril 2025. On doit s'opposer à l'invasion russe et soutenir l'Ukraine, quelle que soit la nature des régimes de Zelensky, en espérant que la défaite de la Russie provoque un bouleversement dans le pays. Alors là, il s'agit du comble de l'irresponsabilité politique que Trotsky n'aurait pas désavoué. Et donc, il va y avoir une discussion après, mais j'ai envie de résumer quand même mon intervention d'aujourd'hui sur Trotsky, pour dire que l'équivalence entre Staline et Hitler par Trotsky cache en fait une préférence nette pour Hitler, pour combattre ce qu'il appelle le stalinisme. Car Trotsky fait pas seulement l'ennemi de Staline, mais de l'Union soviétique. C'est ce que prouve la question de l'Ukraine, indéniablement pour moi et pour d'autres. Ce choix de la défaite connaît des récidives actuelles.
comme le fait de renoncer à lutter clairement contre la guerre par procuration menée par l'euro-atlantisme.